savez ce que disait Flaubert ? Pour avoir du talent, faut être convaincu qu'on en possède. Mais certains ont plus que du talent, ils ont le don. C'est le cas de mon invité, doué en tout. Showman, acteur, humoriste, réalisateur, scénariste. Manu Payet, avec sa bouille définitivement juvénile, excelle en tout. Il est actuellement en tournée avec son one-man show nommé au Molière 2018 et intitulé Emmanuel. Et les 23 et 24 novembre, le Casino de Paris sera tout à lui. Europe 1. Et cet après-midi, c'est lui qui est tout à nous. Bonjour Manu. Bonjour. Bonjour Isabelle. Manu Payet, est-ce que votre maman, professeure de catéchisme, continue de vous dire mais comment tu fais pour rire de tout ? Oui, elle continue à me le dire, ouais. Elle continue à s'en étonner. Elle continue à s'en étonner. Ouais. Parce que vous êtes né dans une famille qui observait le monde avec une sorte de rigidité, n'est-ce pas ? Une maman qui enseigne le catéchisme, c'est peut-être pas le meilleur terreau pour devenir humoriste. Alors je voudrais savoir comment vous avez fait à l'adolescence pour pulvériser, vous savez, cette fameuse culpabilité judéo-chrétienne. Je l'ai pas fait. Je l'ai rangée dans un coin, mais elle est toujours là. Je la trimballe. On ne s'en débarrasse pas comme ça. Moi, j'ai signé un CDI avec la culpabilité judéo-chrétienne. Non, on a du mal à vous croire quand vous dites ça. Je vous jure que c'est vrai. Pourtant, c'est vrai. C'est pour ça que c'est très difficile d'aller au bout de certaines idées ou volontés ou désirs. C'est parce qu'il y a quand même ça qui est là. Et puis moi, j'ai grandi avec ça. Et puis alors, il n'y a pas que... C'est-à-dire que ma mère, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, comme elle est aujourd'hui, avec ses croyances d'aujourd'hui, parce que ses parents l'ont été aussi, ainsi que ses grands-parents. Donc nous, on a baigné tout le temps là-dedans. C'est une espèce d'ADN. Mais ouais. Alors, sans la culpabilité judéo-chrétienne, que vous dites toujours trimballer, vous iriez par exemple au bout de quel désir ? Naturellement. Je serais peut-être toujours en pension. Ah oui, ça on va l'évoquer parce que attendez, la pension c'était quand même quelque chose. En Afrique du Sud, indigne des pensionnats victoriens, ça on va en parler tout à l'heure. Non, mais je pense que je ferais peut-être la même chose, mais je me serais autorisé à faire ce que j'avais envie de faire peut-être plus rapidement, en me posant moins de questions. Peut-être. Elle a peut-être raison finalement parce que oui, je serais heureux si j'étais prof. Finalement, elle a raison. Voilà, il y a tout ça qui... Pourquoi vous n'êtes pas heureux en étant acteur, humoriste, acclamé, applaudi, sollicité ? Aujourd'hui, ça va mieux, mais c'est vrai qu'au début, quand j'ai démarré, c'était il y a 10 ans. La moindre petite déconvenue, tu te dis, elle avait raison, quoi, parce que la déconvenue, elle vient pas de ta maman en général, hein, donc tu te dis, c'est maman qui avait raison. Manu Payet, vous dites, je suis créole. Alors, pour qu'on comprenne bien l'état d'esprit, la vision du monde et puis le tempérament d'un créole, je vais comparer avec un personnage sur lequel j'ai l'impression que vous faites une petite fixette dans votre spectacle. Finalement, un créole, c'est quelqu'un qui est à l'opposé d'Angela Merkel, c'est ça ? C'est ça ? C'est rigolo que vous ayez... peut-être dans ma tête, ouais. Peut-être dans ma tête. Peut-être, ouais, effectivement. Mais là, vous me le faites soulever, là, au moment où vous me le dites. Donc, je me dis, tiens, c'est bizarre, ouais. Oui, c'est l'Europe contre l'île, quoi. C'est l'île qui rencontre l'Europe. Non, l'île, ouais, les 10 000 kilomètres qui nous séparent. Ouais, c'est vrai. Il y a cette espèce d'autorité de l'Europe, du pays, de la métropole, de la capitale, qui s'impose à vous quand vous atterrissez ici. Alors vous avez un passeport français, vous pouvez vous installer, vous pouvez d'ores et déjà prétendre à un loyer, à un emploi. On n'a pas ces problèmes-là puisque on est français. Cela dit, il y a cette autorité. C'est-à-dire que t'arrives quand même, t'es quand même pas chez toi et puis t'es chez ceux qui ils savent. Eux, ils savent. Ah bon ? Oui, c'est ce que tu te dis. Il y a une hiérarchie. C'est toi qui te l'as construit dans ta tête, oui. Tu l'as. Tu t'arrives pas de là, d'une île de 1512, 1800 maximum kilomètres carrés, à 10 heures d'avion, en atterrissant à Roissy, en disant, bon les gars, heureusement que je suis arrivé, je sais. Bon alors, vous êtes un créole qui a quitté son île, l'île de la Réunion. Les îles, c'est toujours fait pour être quitté ? Je pense que c'est important à un moment de partir. Alors, il y en a qui ont la chance de pouvoir partir en vacances. Parfois, ça suffit de partir de manière régulière en vacances. J'ai eu cette chance, moi, parce que mon père travaillait pour une compagnie aérienne. Il y en a qui ont la chance de pouvoir partir, puis de revenir. Mais ça ne vous a pas suffi à vous ? Ça m'aurait suffi si j'avais pas découvert la radio, rencontrer des acteurs. Non, ça m'aurait peut-être suffi. J'aurais peut-être été humoriste là-bas, comme j'ai plein de copains qui le sont et qui le font très bien et qui sont très heureux là-bas. Maintenant, j'ai eu cette opportunité et je suis parti. Alors je me suis dit, tiens, ça serait marrant qu'un gars parte d'ici et aille parler dans un micro là-bas et qui parle à tous ces gens-là, quoi. Et qui s'adresse
que lui s'adresse à l'autorité. Au fait, Manu Payet, est-ce qu'il faut éviter à présent de vous appeler Manu? Parce que vous dites au début de votre one-man show que Manu, ça fait en fait penser à un vieux fan de Renault. Alors, faut vous appeler Emmanuel, comme est titré d'ailleurs l'affiche du spectacle, c'est ça? Non, on peut continuer Manu, mais j'aime bien Emmanuel. C'est vrai que c'est joli, mais je me rends compte... Vous dites ça a pris du galon d'ailleurs récemment. Hein. Emmanuel, ça a chic. repris des miles. Oui, voilà. Ça a repris des miles. Alors moi, en ce moment... Oui, pas c'est se vrai. mentir, il les repère un peu les miles, Voilà. mais c'est vrai que depuis les dernières présidentielles, ça a repris quelques miles, le prénom en tout cas. Et c'est vrai que c'est un joli prénom. C'est marrant parce que j'ai toujours lutté adolescent contre le Emmanuel parce que je trouvais Manu plus cool. Et c'est vrai que le Manu, il était cool. Quand il y avait un Manu dans une bande, c'était souvent le plus cool. Et puis aujourd'hui, tu dis à je sais pas, un petit gars, une petite nana de 20 ans que tu t'appelles Manu... certains, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'ils l'entendent. Alors effectivement, c'est important les prénoms. Vos parents s'appellent Gérard et Monique. Mais dites-moi, Gérard et Monique, c'est un sketch de Coluche? C'est 2 sketchs de Coluche, exactement. Ouais. C'est incroyable. Hein. Donc et ils ont jamais compris. C'est prédestiné, vous pouviez pas échapper à votre destin. C'est fou. Et ils ont jamais compris pourquoi je voulais être comique. Et ils s'appellent Gérard et Monique. Il y a déjà beaucoup d'humour dans le prénom de mes parents parce que Gérard et Monique, hein, on sait que c'est la France. Hein, Voilà. Là, c'est la France. Elle vous appelait. Et en plus, effectivement, ce sont 2 sketchs de Coluche. Bon, le propre de l'humoriste, c'est que, en parlant de lui, il parle de nous. Alors, comme dans les médias, on parle beaucoup de nos différences, eh bien, vous, Manu Payet, dans ce One Man Show, qui a été nommé aux Molières, je le rappelle, vous parlez de nos ressemblances, c'est ça? Oui. C'est-à-dire que, en fait, je m'en étais pas rendu compte en écrivant, mais c'est au fil des soirs, quand j'ai commencé à le jouer, je me suis rendu compte, et puis après, les gens venaient me voir à la fin, quand on faisait la photo, ou qu'on faisait signer l'affiche, machin, me disaient, mais c'est fou, tu vis chez nous ou quoi? Tu nous observes, et puis après, je leur ai répondu, bah non, c'est juste que je vis comme vous, je vis comme vous. Je passe pas mes soirées chez Guillaume Canet. Et puis même Guillaume, il vit comme nous. Enfin, on est tous un peu pareils finalement. On a le même rapport aux choses, aux autres, à notre époque. Et puis, dans une époque où justement, les réseaux sociaux, surtout les réseaux sociaux, s'évertuent à nous monter presque les uns contre les autres, oui, pour nous faire croire qu'on est différents, pour que ça donne lieu à des clashs, à des hashtags, à des machins. Je me suis rendu compte en jouant le spectacle, les toutes premières semaines, que avant d'être différents, on se ressemblait. Voilà. Et ce spectacle-là, il embrasse plutôt nos ressemblances. Voilà. Alors, je vous trouve vraiment d'un sex-appeal troublant sur l'affiche du spectacle, qui s'inspire de l'affiche mythique du film Emmanuel IV, avec la star la plus sulfureuse de l'époque, Sylvia Christel, qui posait nue donc dans un fauteuil en osier. Cette affiche, elle est ultra efficace, Manu Payet, mais elle est quand même un peu clivante parce que à 20, 30 ou 40 ans, on la lit pas avec la référence qu'il faut. Ces générations-là connaissent pas la photo originelle. Ben ouais. Et puis en même temps, quand ils la voient, ils se marrent quand même. Donc, c'est sûr. Voilà. Donc je me dis c'est bien, au moins ça fait rire. Et puis ceux qui ont la référence, voilà, ça les fait peut-être doublement rire. Ça enrichit la grille de lecture. Ouais, ça enrichit la grille de lecture. Mais vous savez qu'il y a peu de filles qui sauraient poser de façon aussi lascive et érotique que vous. Bah écoutez, c'est gentil de me le dire parce que je peux vous dire que ça m'a coûté une après-midi, c'était cossu. Vous êtes fait épiler les gambettes? Mais pas du tout. C'est la lumière qui fait ça. Figurez-vous, il y a 0 retouche. C'est là l'éclairage qui fait ça, qui fait qu'on a l'impression que je les ai retirés, les poils, mais tout est là. C'est juste que, en fait, l'idée est beaucoup plus drôle quand tu l'as et quand tu l'exposes à ton copain que la réalisation. Parce qu'une fois que t'es sur le fauteuil, le cul sur de l'osier froid pendant une après-midi, je vous garantis que c'est moins glam. En tout cas pour le cul concerné. Mais que l'affiche est belle. Merci. Cet après-midi, on se balade avec Manu Payet, qui est en tournée en ce moment à travers toute la France et qui va s'emparer les 23 et 24 novembre prochains du Casino de Paris. On fait une très courte pause. À tout de suite. Vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Jusqu'à 16h, nous sommes en compagnie d'Isabelle Morizet et de son invité à l'occasion de son actualité. Il s'emparera du Casino de Paris les 23 et 24 novembre avec son one-man show Emmanuel, nommé cette année aux Molières de l'humour. Lui, c'est Manu Payet qui sera d'abord le 6 à Saint-Benoît, pas celui de la Réunion, le 7 à Rouillac, le 8 à Mérignac, le 9 à Marmande et le 10 à Sarlat. Chaud la semaine, hein? Oh, la semaine. Là, en vous écoutant le dire, je me dis mais c'est pas possible parce que en enchaîner 4 déjà c'est chaud, mais là j'en enchaîne 5. Waouh, et ils vous attendent tous déjà. Bon, alors Manu Payet, votre histoire au tout début, c'est donc l'histoire d'un type qui grandit dans une île, mais qui ne va jamais à la plage.
En fait, la plage vous a donné la haine du surfeur, c'est ça? Un peu, ouais. C'est marrant, hein, mais c'est vrai que je me suis rendu compte de ça en arrivant ici, en vivant ici en métropole. C'est que j'étais pas un gros foufou de la plage. Alors j'y allais parce que c'est là qu'étaient les filles. À un moment, quand il a fallu que je me rapproche des filles, je suis allé à la plage. Alors, j'aurais préféré qu'elles viennent louer des films avec moi au vidéoclub et qu'on aille les voir dans mon salon, quoi. Bon, vous dites que à l'île de la Réunion, en fait, tout le monde est heureux sauf les psys qui galèrent. Ça, c'est une phrase de sketch ou on n'est pas loin de la réalité? Non, on n'est pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la réalité. Évidemment, il y a des psys puis ils travaillent. Hein. Je disais les psys galèrent parce que oui, forcément, ils ont moins de taf puisque tout le monde est heureux. Mais les psys sous les palmiers, quand même, ils travaillent un peu moins psy sous un palmier. N'est-ce pas en banlieue parisienne? C'est comme je disais, les flics chez nous, ils ont la vie de Magnum. Donc. Et les mêmes chemises hawaïennes. Et les mêmes chemises hawaïennes avec le drapeau français. Mais c'est bon. Effectivement, je caricature en disant ça et c'était vraiment pour rigoler. Mais enfin, c'est vrai que j'y étais il y a encore quelques semaines pour jouer le spectacle. Et puis, il y fait bon vivre quand même si on a la chance de pouvoir bon vivre. Alors, Manu Payet, votre père... il était cadre chez Air France. Il dirigeait tout le fret dans l'océan Indien. Donc, il s'est fait une situation en y mettant vraiment une énergie farouche parce que il était né très pauvre. Et votre maman, elle était enseignante et également, alors ça c'est pas anodin, dame catéchiste. Donc, on va dire que vos parents ont élevé leurs enfants en écartant toute place pour la fantaisie. Alors, je voudrais savoir d'où il vient en fait cet art de la tchatch, ce bagou, cette virtuosité à faire des vannes. On peut pas dire que c'était un terreau familial. Effectivement, non, vous êtes très bien renseigné. Mais je pense qu'il vient justement de là, et paradoxalement. Je pense qu'il vient du fait que je trouvais à l'époque, et je sais pas qui a pu me mettre ça dans la tête, mais je trouvais que ça rigolait pas assez, et donc je me suis dit, je vais le faire. Je vais faire ce boulot et puis faire marrer la tablée familiale du soir. Donc vous êtes construit contre? Un peu. Ouais. Oui, je pense un peu. Et à la fois contre et avec. En tout cas pour. En tout cas pour, d'accord. Parmi vos idoles, on trouve un humoriste américain, Black, qui a eu pendant des années un show qui cartonnait à la télé. C'est Richard Pryor. Ouais. Pourquoi lui? Et d'ailleurs, on ne le connaît pas dans les pays francophones. L'humour, ça s'exporte mal? Peut-être, oui. Je sais pas pourquoi on le connaît moins. On le connaît un peu plus en tant qu'acteur. Si on le voit, on va peut-être dire, ah oui, d'accord, ok. Je savais pas qu'il faisait des one-man parce que ça ne s'exportait pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas Internet et tout ça. Je pense que si c'était un gars d'aujourd'hui, Richard Pryor, je pense que on le connaîtrait un peu plus. Comment vous l'avez découvert? Mais je sais plus. Voilà, j'étais en train de me dire en vous le disant comment j'ai découvert. Moi, j'ai découvert dans un film d'abord, et puis après, je sais plus comment je suis arrivé à lui. Mais alors, je suis tombé littéralement amoureux de lui parce que justement, c'est pas un mec de one man. Ce n'était pas un mec de one man comme les autres. C'était un mec de one man qui n'était pas là pour dire des vannes pour des vannes avec line punchline, c'est-à-dire une phrase, une chute. Ouais. Il était là, il racontait. Et c'était comment il racontait, moi, que j'aimais. Et alors, c'est ce qui vous inspire pour vos one man. Ah oui. Il m'embarque. Alors, je me demandais si l'humour, ça s'exportait bien. Votre spectacle actuel, intitulé Emmanuel, vous l'avez joué à Londres. Et vous êtes totalement bilingue. Je ne sais pas si vous l'avez joué en français ou en anglais. Si vous l'avez joué, par exemple, devant des expatriés français qui n'avaient pas encore fait leur carton à cause du Brexit, ou bien si vous aviez un vrai public londonien. Non, j'avais surtout des expats français, évidemment. J'ai joué un peu en anglais parce qu'ils comprennent. Je leur ai dit, c'est marrant, depuis le temps que vous habitez ici, vous êtes ce soir au spectacle d'un mec qui parle mieux anglais que vous. Europe 1. Et on va comprendre pourquoi dans quelques instants, parce qu'on va revenir à l'ado que vous étiez, Manu Payet, qui faisait donc hurler de rire tout le monde, sauf ses parents. Le fameux « arrête tes conneries, sinon je t'envoie en pension », pas mal de garçons l'ont entendu, sauf que ça n'a pas toujours été mis à exécution. Vos parents, à vous, en revanche, ils ont fait très 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 fort. Ils vous ont envoyé en pension à l'autre bout du monde, donc en Afrique du Sud. C'est carrément une aventure dingue. Vous en êtes ressorti bilingue, on fait une pause très courte. On se retrouve tout de suite avec Manu Payet. Et on retrouve Isabelle Morizet pour la suite de Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Son invité cet après-midi, c'est l'acteur et humoriste Manu Payet.
Manu Payet est en tournée à travers toute la France en ce moment avec son one-man show intitulé Emmanuel, nommé aux Molières. Il sera au Casino de Paris les 23 et 24 novembre prochains. Mais on se balade cet après-midi ensemble. Alors, cher Manu, qu'aviez-vous fait à l'âge de 15 ans pour que vos parents craquent au point de vous envoyer dans un pensionnat en Afrique du Sud, vous qui viviez sur l'île de la Réunion? Mais j'étais un petit schnappant. Bon, pas méchant, mais enfin... Mais schnappant quand même. Je faisais des bêtises. Oui, bah ouais, je faisais des bêtises. Après, bon, c'est des bêtises... voilà, c'est des bêtises... Aujourd'hui, c'est super. Montessori te dira que c'est vachement bien. mais voilà. Et puis aussi, quand même, il faut quand même... c'est pas que de la faute... c'est pas que ma mère, quand même. Hein. C'était aussi pour mon bien qu'elle avait fait ça. Parce que c'était suite à une histoire de cœur, à une rupture. La fille dont j'étais absolument fou dingue, qui était la star du lycée, avec qui je suis resté pendant 1 an et demi depuis la 3e. Donc c'était à l'époque une très longue histoire d'amour. On était cet âge-là, c'est l'éternité. Ah ben on était les vedettes. Vous étiez Roméo et Juliette, bien sûr, Créole et Paul et Virginie. Voilà. On était vraiment les vedettes. Et cette fille, quand on est arrivé au lycée, en milieu d'année, a découvert les terminales et puis s'est dit zut. Oui. Et donc elle m'a quitté. Moi j'étais en seconde avec elle dans la même classe. Et puis ça m'a brisé le cœur et ma mère a cherché un moyen de m'éloigner de cette fille. Alors m'éloigner, effectivement, parce que la distance entre Saint-Denis à La Réunion et le Cap en Afrique du Sud, c'est presque 4000 km. C'est quand même très loin pour faire le mur et remonter à la nage l'océan Indien. Oui, c'est loin, ouais, c'est loin. C'est incroyable, cette histoire, elle est incroyable. Après, je l'ai pris comme une punition quand j'y suis arrivé, quand j'ai mis les pieds dans cette école pour la première fois. Je vois encore mon père m'accompagner à l'aéroport et puis me dire au revoir. M'offrir un Walkman au duty free shop qui était juste en face de nous, dans lequel il y avait personne ce jour-là. Il me dit tu veux un Walkman, il m'offre un Walkman parce que il était un peu en culpa. Il s'est dit c'est la dernière clope pour le condamner. Ouais, c'est ça. Ouais. Il s'est dit bon attends le pauvre, je suis en train de le foutre dans un avion, aller en Afrique du Sud, c'est dingue, je vais quand même lui acheter un Walkman quand même. Et donc voilà. Et donc j'arrive dans cette école. Au départ pour moi c'était effectivement une punition. Et puis j'arrive dans un pays où j'avais jamais mis les pieds, où on ne parlait pas ma langue, où on portait l'uniforme. Oui, mais un pays que vous avez pu observer, parce que derrière les murs d'un pensionnat assez rigide, c'est pas évident. Vous avez été accueilli par Monsieur Church, bravo, n'est-ce pas, ouais. Monsieur Church. Et il paraît que dans ce pensionnat, on était assez généreux en châtiments corporels. Oui, et j'ai réussi. Il y avait les châtiments corporels à l'école qui ont été bannis, abolis par Nelson Mandela quand il est arrivé il a été élu président. En 94, sauf que 94 c'est l'année où j'ai eu mon bac. Vous étiez déjà parti. J'ai eu tout le loisir d'en prendre jusqu'au jour où je suis parti de l'école et on les a abolis. Mais j'en ai pris que 4 sur 3 ans, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, la tenue obligatoire était le costume cravate, et puis devenir un fort en thème, c'était également obligatoire. Notez d'ailleurs que tous les élèves ressortaient totalement bilingues. En fait, ce pensionnat de choc en Afrique du Sud, il vous a donc donné un bagage très très appréciable pour l'avenir, sans parvenir à entamer la fantaisie qui était la vôtre, ni votre humour, ni votre fibre artistique. Tout ça malgré Monsieur Church et les châtiments corporels menaçants. Je les ai façonnés peut-être encore plus là-bas. Et j'ai appris le one man en anglais aussi là-bas, avec les copains. J'ai même été élu quand je suis parti. Alors quand je suis parti la semaine d'avant, on faisait la soirée des terminales. Donc les terminales, c'est un peu comme les Américains, c'est-à-dire que c'est les stars, c'est les vedettes, machin. Et la semaine, donc avant le départ, on avait fait cette espèce de fête qui s'appelait le Matrix Dance. Matrix, c'est le nom des terminales. Donc c'est le prom night, c'est le bal de ceux qui s'en vont. Et puis là, il y a des filles qui viennent. C'était une école de garçons, je précise. Il y a des filles qui viennent, etc. Et puis j'avais écrit un petit stand-up, donc un petit one-man show. Et puis alors Monsieur Church était venu me voir en me disant, je te préviens, hein, s'il y a une blague qui dépasse un chien, je peux encore t'en mettre 2. Hein, je te préviens tout de suite. Hein. Je dis non, mais et donc j'ai fait. C'est parfait pour monter sur scène. Ouais, exactement. Donc j'ai appris le one man à la baguette. C'est formidable. Bon, Manu Payet, l'Afrique du Sud, qu'en avez-vous vu vraiment derrière les murs de la pension? Pas grand-chose. J'en ai vu parce que j'ai côtoyé et vécu avec des Sud-Africains de toutes les couleurs pendant 3 ans. À l'intérieur de la pension. C'était une école sud-africaine, attention, en langue anglaise. Donc on était une dizaine de petits Français francophones. Il y avait des Mauriciens et des Réunionnais. Mais sinon, tous ces gens-là étaient sudaf. Donc en fait, on vivait en Afrique du Sud quand même. Et puis on n'avait pas beaucoup le droit de sortir, mais enfin le week-end, parfois les parents avaient le droit de venir nous chercher avec leurs enfants à eux. On allait dormir chez les parents d'un tel ou tel copain. Ça, on avait le droit parfois. Donc on voyait l'Afrique du Sud. Mais bon, on était déjà trop jeunes pour comprendre. Et puis, on a vécu des situations de violence à l'époque terribles.
absolument terrible. On s'est fait braquer une fois dans la rue, je me souviens, on devait avoir, je sais pas moi, 16-17 ans. On s'est fait braquer, les flics, il y en avait un qui avait un pétard sur lui, il avait un joint. Et puis alors les flics nous ont chopés, je sais pas comment ils l'ont su, on s'est retrouvés plaqués contre le mur avec mon vieux copain Jean-Claude Rocher qui pleurait, plaqués contre le mur avec les flics, avec les flingues derrière nous. Le mec qui nous disait en anglais, et puis alors les flics là-bas c'est impressionnant, hein, je peux vous dire que c'est pas l'Amérique avec les jolies bagnoles. Il nous disait, vous allez voir, vous les Français, vous allez voir, je vais vous faire passer votre envie de venir vivre ici. Ah ouais. Et c'est là qu'on appelle au secours Monsieur Church. Ah bah là, c'est là qu'on appelle au secours Monsieur Church, appelez maman. Bon, en tout cas, cette prison de luxe, elle vous a rendu bilingue. Donc, est-ce que votre but prochain, ce serait pas, par exemple, comme votre grand copain Gad Elmaleh, de jouer sur Broadway en anglais, votre one-man show qui deviendrait Emmanuel. Oui, bah si, j'ai eu la chance, j'ai fait la première partie de Gad il y a quelques années à New York, comme ça pour rigoler, c'était en français aussi bien sûr, mais enfin dans New York avec le bruit des sirènes à l'extérieur. Vous avez goûté à ça j'ai déjà. goûté un peu à ça, ouais, c'était super. Après, oui, pourquoi pas, mais je suis peut-être un peu plus timoré que Gad là-dessus. Ouais, Pourquoi pas. J'aimerais bien écrire un peu, ne serait-ce qu'un petit bout, juste en anglais, de choses que j'ai envie de raconter en anglais, parce que ce qui est joli dans le one man, je trouve, c'est les choses que tu ne peux dire que dans une langue. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu peux raconter qu'en français. Quand je parle des sommeliers que nous sommes tous quand on arrive chez l'un chez l'autre en soirée à 20h30 avec nos bouteilles, c'est une petite propriété à côté du Jura. Voilà, il y a que chez nous qu'on fait ça. Et donc j'adore le raconter à des Français parce qu'ils savent exactement de quoi je parle puisqu'ils sont ces gars-là. J'aimerais bien effectivement écrire des petits trucs en anglais pour leur parler de comment moi je vois les Anglais, parce qu'après j'ai un peu traîné mes guêtres à Londres aussi. Voilà, comment moi je vois les Anglais et la différence pour moi, depuis mes yeux de Français, entre les Anglais et les Français. J'aimerais bien le faire, mais d'abord je préfère finir cette tournée française, parce que je suis très chauvin. Eh ben écoutez, nous ça nous va très bien que vous restiez ici sur le sol français. On fait une pause, on retrouve tout de suite Manu Payet. Une heure d'entretien, de confidence, de bienveillance. C'est avec Isabelle Morizet chaque week-end de 15h à 16h. Et aujourd'hui, elle reçoit Manu Payet. On est d'accord, tous ceux qui seront parisiens les 23 et 24 novembre fileront au Casino de Paris pour une soirée vraiment qui va produire des endorphines. Vous savez, cette hormone du bien-être, du plaisir, du bonheur. Manu Payet sera aux commandes de la soirée avec son one-man show baptisé Emmanuel. Mais cet après-midi, il est à nous, Manu Payet. Alors, cher Manu, est-ce que le culot, ça donne du talent ? Alors ça, c'est une bien belle question. Je dirais non. Je dirais que pour montrer son talent, il faut parfois un peu de culot. Peut-être même toujours. C'est ce que vous disiez d'ailleurs en ouvrant l'émission tout à l'heure, la phrase de Flaubert. Mais il faut pas croire qu'on a du talent parce qu'on a du culot. Voilà. Et les humoristes, pourquoi les humoristes sont-ils les artistes les plus susceptibles et les plus chatouilleux face aux critiques, alors que pour faire rire, faut savoir se mettre à distance? Ben oui, et oui, je vois que vous en avez fréquenté. C'est-à-dire que quand tu montes sur scène, le one man c'est quand même un exercice qui est quand même moi qui le fais quand même depuis quand même un certain temps maintenant, et puis même je voudrais dire de manière non professionnelle depuis l'enfance. T'es quand même tout nu, quoi. C'est-à-dire que t'es comme sur mon affiche, quoi. C'est-à-dire que tu montes sur scène, tu as entre toi et le public un micro. Et c'est pas ce qui va te protéger le plus. Et puis tu as 1h30 de que toi. C'est ça. Cette affiche, en fait, c'est une métaphore, quoi. Tout à fait. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de danseur. Alors, il y a un peu de lumière, il y a un peu de musique. Mais enfin, il y a un moment où il n'y a rien d'autre que le son de ta voix. Et c'est là que, en fait, tu es, je pense, plus susceptible qu'ailleurs. C'est que tu es tellement nu que c'est comme si on te disait que tu avais... on est sur Europe 1, je vais le dire quand même, c'est le week-end. Je sais pas, une petite bite, j'en sais rien, mais... non mais... Je sais pas, j'essaye de chercher une image, d'essayer de vous faire comprendre pourquoi on est si susceptible que ça. C'est juste que c'est vrai. Et puis aussi, il y a un autre truc, c'est que quand la veille,
t'as joué dans une salle de 900 personnes, absolument hilar, et que t'arrivais plus à arrêter tellement oh là là c'était bien et c'était fort, et puis que le lendemain, parce que c'est ça le one man, tu recommences tous les soirs, c'est le théâtre. Et qui sont un peu moins hilar. Et que d'un coup tu dis qu'est-ce qu'ils ont. Et la soirée après, quand tu rentres chez toi ou tout seul à l'hôtel, elle a une autre gueule. Alors Manu Payet, revenons à votre parcours. Ce qui vraiment à 18 ans, vous avez vibré, c'était de devenir une rockstar, pas un humoriste. En fait, vous aviez monté un groupe de rock dont vous étiez le batteur et vous aviez organisé un festival de rock pour lequel vous souhaitiez vraiment un maximum de pubs. Alors, je vais vous laisser raconter la suite, celle qui fait de vous finalement un animateur radio. Ben ouais. Et pas une rockstar. Ben oui, parce que on avait trouvé une radio qui sponsorisait ce festival de rock dans lequel on se produisait avec les groupes d'autres copains aussi. Et puis le patron de cette radio, il est venu nous voir, il a regardé les concerts, il a écouté la musique, etc. Et puis il est venu me voir après, il m'a dit ça te dirait de faire de la radio? Parce qu'il faut expliquer que en fait, entre les morceaux, vous tchatchiez énormément. Oui, je parlais, ouais. Il me dit ça te dirait de faire de la radio? Alors je dis ouais, mais alors quel morceau vous voulez passer? Il me dit non, je veux pas passer de morceaux, je te parle de toi, faire de la radio en tant qu'animateur. Je dis je veux pas être animateur. Je dis alors ça plutôt crevé, j'avais dit. Il me dit vous lui avez répondu ça? Ouais, bien sûr, je voulais surtout pas être animateur et passer la musique des autres. Et puis il me dit pourtant c'est dommage, tu devrais y penser parce que c'est beaucoup mieux entre les morceaux quand tu parles que la musique est bien. Bon alors, votre ego de musicien en a pris un sacré coup, c'est ça? Il est décédé ce jour-là. Il est décédé, votre ego de musicien ce jour-là, mais il faut quand même préciser que le mec en question, c'était un type d'énergie qui finalement allait aiguiller votre parcours. Je sais pas, il s'était pris d'amour pour moi. Je vais le dire, c'est Sébastien Follin. C'est Sébastien Follin qui est ce monsieur dont on parle. Et Sébastien, donc il se mettait à côté de moi quand j'ai fini par dire oui, parce qu'il m'a eu avec les filles. Il m'a dit il y a beaucoup de filles qui écoutent la radio. Et alors elles appellent. Je fais allez, j'arrive. C'est à quelle heure? Donnez-moi un créneau. Qu'on me donne un créneau et un café. J'arrive. Et donc je me suis installé au micro et puis il restait debout à côté de moi comme ça. Et puis il écoutait tous mes speaks, on appelait ça des speaks, donc des interventions. Et puis il écoutait et dès que je fermais le micro pour balancer la musique, il me disait ça faut pas le faire, ça faut pas le faire, ça c'est bien, ralentis ton débit, augmente-la, pose ta voix. Et voilà. Et puis pendant 2 ans, il m'a appris à devenir animateur radio. Alors voilà, certains font le cours Florent et le conservatoire pour devenir acteur. Vous, c'est la radio qui vous a formé. En fait, vous vous êtes découvert dans un casque et puis vous avez appris la métrique, le rythme de la parole, l'art de moduler sa voix. En fait, la radio, ça a été un exercice fondateur pour l'homme de scène et de cinéma que vous êtes devenu. Vraiment? Je pense, oui. J'ai compris après, mais oui. Aussi une question de rythme. Alors, pour le one man, tu peux parler comme ça à un moment parce qu'il faut que tu cries. Et puis, tu poses ta voix ensuite parce que t'es amoureux. Je sais pas. Et donc, pour le one man, ça sert, et ça, c'est la radio qui me l'a appris. Et puis au cinéma, c'était aussi des questions de rythme, c'est-à-dire j'ai compris, et je pense que c'est grâce à la radio, grâce au tempo, parce qu'on parlait sur des beds musicaux, ce sont des tapis, et donc tu apprends à parler au rythme de la musique qu'il y a sous ta voix. Et puis c'était donc de me dire sur les plateaux de cinéma à quel moment je envoie ma réplique à mon partenaire, à quel moment je réponds. Il y a une espèce de rythme à respecter. Oui, les profs de théâtre parlent toujours d'ailleurs du sens de la rupture. Voilà. Alors il y a le rythme et le sens de la rupture. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Alors vous aviez quel âge, Manu Payet, quand vous avez débarqué à Paris pour faire de la radio dans la maison mère? Oui. 25 ans. Vous aviez 25 ans. Ouais. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris chez les Parisiens, vous qui viviez tout en bas de l'océan Indien? J'étais fasciné, quoi. C'est-à-dire que tu me mettais derrière le micro, j'étais pas mauvais. Parce que, ça faisait 4 ans déjà que je le faisais. Et puis j'avais eu un bon prof. Mais alors, une fois que j'éteignais mon micro et que je disais à demain, que je me retrouvais à l'extérieur, j'étais complètement perdu. En fait, on pouvait croire quand on m'écoutait, je tenais les rênes super bien de ma vie et de tout le bordel et de Shakira et de Robbie Williams dont Madonna, je passais la musique et de Madonna. Qui vous réclamait d'ailleurs pour les interviews quand elle était en promo à Paris. Ouais, c'est rigolo ça, ouais. Voilà, on pouvait croire tout ça, mais dès que je poussais la porte du studio et que je mettais un pied dehors, je trouvais pas le métro, je me trompais de sens. J'arrivais toujours en retard. Enfin, vous saviez entrer en boîte de nuit, parce que je me suis quand même laissé dire que vous étiez un sacré fêtard. Ça. Donc, comme vous animiez le 6-9 d'énergie, on va la nommer, notre radio amie et concurrente, est-ce que, en fait, vers 5h30 du matin, vous passiez directement des boîtes de nuit au studio de radio? Ça m'est arrivé. Mais parfois, c'est l'instinct de survie, ça. Les animateurs radio qui nous écoutent, vous également, savent de quoi je parle. C'est l'instinct de survie. Tu te surprends parfois à être très bon.
Hein, quand t'as fait un direct depuis la boîte jusqu'à tu as la ton sensation micro, d'être en fin de vie. tu te dis oui, t'es en fin de vie, tu te dis je vais faire une belle dernière. Alors Manu Payet, le cours Florent, il paraît que vous y êtes resté 1 mois au cours de l'année 2000. Qu'est-ce qui en fait vous a fait glisser, j'ai envie de dire, du métier d'animateur radio vers la scène puis vers le cinéma? Mais j'ai toujours eu cette fascination et puis cet amour du cinéma et puis du divertissement en général. Et un jour, j'ai rencontré à La Réunion, alors que j'étais déjà animateur radio, Vincent Elbaz, qui était venu, il était venu en promo pour un festival. Et je l'ai interviewé, je l'ai reçu à la radio là-bas. J'étais fasciné parce que j'étais un grand fan du Péril Jeune, le film de Clapiche, Cédric Clapiche. Et donc je lui ai parlé, j'avais envie qu'il me raconte des choses sur Paris, sur son métier, sur comment il y était arrivé. Et puis donc il m'a dit, j'ai fait le cours Florent. Et alors le cours Florent, ces 2 mots-là, ça sonnait vraiment la France pour moi. C'est noble. Ah c'est noble. C'est étenture, pour moi c'était forcément dans un immeuble haussmannien. Enfin alors que pas du tout. Et j'étais fasciné et je me suis dit, si un jour je mets les pieds à Paris et que j'y reste un peu, je m'inscris au cours Florent. Et je l'ai fait. Et vous l'avez fait. Alors, juste avant de faire une pause, Manu Payet, il paraît que votre tout premier rôle au cinéma, c'est une apparition d'1 tiers de seconde dans le film Comme tu es belle. Vous deviez vous retourner vers la caméra en disant « chut ». Oui, oui, parce qu'il y avait des filles qui faisaient du bruit à l'arrière et puis j'étais censé me retourner, pas content, chut. Et donc voilà, je l'ai fait. Alors comment on s'y prend pour être convaincant en disant chut? Je sais vraiment pas parce que j'étais projeté à cet endroit-là en 2 secondes parce que la réalisatrice Lisa Azuelos s'est dit tiens Manu tu veux le faire, bah vas-y allez mets-toi Manu. Et bien alors tout le monde qui me regardait toujours oh là là mon Dieu et donc je me suis dit allez vas-y essaie de le faire le mieux possible comme ça tu restes pas trop longtemps hein, parce que et voilà j'ai fait le chute qu'on m'a demandé de faire en me retournant et je m'appelle au générique donc il y a mon nom mon prénom Homme Synagogue 2. Merveilleux. Mais il est vraiment pas resté longtemps figurant puisque ce chut a amené des répliques avec beaucoup d'autres syllabes très vite. On fait une pause. On retrouve Manu Payet. Au Casino de Paris les 23 et 24 novembre. Il est aussi actuellement en tournée avec son spectacle Emmanuel. C'est Manu Payet et il est l'invité d'Isabelle Morizet cet après-midi. Manu Payet, on vient d'évoquer votre première réplique au cinéma, mais votre premier rôle, à lui seul, il aurait mérité un making-of. Alors la jeunesse de l'affaire démarre dans votre voiture, votre agent vous appelle, il y a un rôle avec Depardieu et Fanny Ardant dans 2 jours à Tel Aviv. Et vous lui répondez, mais enfin c'est pas possible, la veille je suis sur scène avec mon one-man show. Donc faut nous raconter la suite, qui est absolument folle. Ben oui, c'est dingue, même quand je le raconte, je me trouve ça fou moi aussi. J'étais dans ma voiture et puis donc c'est... D'abord, ce producteur qui s'appelle Fabio Conversi qui m'appelle et Fabio me dit Manu, je suis venu voir ton spectacle, j'ai adoré et puis je suis un copain de Dominique Farrugia qui était le producteur de mon premier spectacle, Dominique. Et il me dit voilà, écoute Manu, voilà, je te dis un truc de fou, c'est génial ce qui se passe. Je t'envoie un texte, voilà, si tu me dis oui, dimanche t'es à Tel Aviv et tu tournes dimanche, lundi. Tu reprends l'avion mardi soir t'es rentré pour ton spectacle. Mais la veille il y a le mototaxi. Et je lui dis mais samedi je joue. À fond la caisse, voilà, vers l'aéroport. Il me dit mais on s'en fout, tu joues, il y aura un mototaxi qui va t'attendre devant le théâtre. Tu fonces à Roissy, tu prends le dernier vol, ne le rate pas parce qu'il y en a qu'un, tu prends le dernier vol et tu nous rejoins et tu nous retrouves dimanche matin pour tourner. Et je me dis mais c'est pas possible. Dimanche matin pour tourner. Oui, pour la première fois de ta vie avoir du texte, et je dis mais il me dit oh Manu, attention hein, tu donnes la réplique à Fanny Ardant et Depardieu. Je dis mais tu te fous de ma gueule, c'est une blague ou quoi? Il me dit mais je te promets, c'est Fanny et Gérard. J'ai dit putain c'est pas vrai. J'ai dit écoute, je suis en voiture, je vois où je suis quand il me le dit. Et je lui dis écoute, envoie-moi le script, envoie-moi le scénario, je lis ça très vite. Et puis il me dit mais non mais Manu, on n'a pas le temps. Je t'envoie ton texte à toi, il y a 4 pages, je te l'envoie maintenant et puis voilà. Tu la prendras dans l'avion. Ouais, mais oui. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et donc j'ai à peine eu le temps de dire oui que j'étais sur ce mototaxi.
D'ailleurs, ce soir-là, je me disais, je vais crever avant d'arriver parce qu'on roulait à une vitesse, c'est pas possible. Quand je suis arrivé avant d'être parti quasiment, tellement on est allé vite. Et donc je me retrouve, bam, à Tel Aviv, au petit matin. Je suis arrivé à 5h du mat. J'avais pick-up. Donc pick-up, c'est quand on vient de chercher. Pick-up à 7h à l'hôtel. Donc j'avais pas eu le temps de beaucoup dormir. À peine la douche. À peine la douche et bim, me voilà dans la voiture qui me conduit sur le plateau. Et alors, est-ce que vous allez nous dire si c'est vrai. Ouais. Il paraît que, en débarquant sur le plateau, la script vous accueille en disant « J'espère que ça va bien se passer avec vous parce que Depardieu, il a viré l'acteur qui tournait cette scène en plein milieu de la prise. » Alors, mais vous êtes bien renseigné. Hein. C'est vrai ? Mais c'est la vérité. C'est fou. J'espère qu'elle nous écoute, qu'elle se rende compte aujourd'hui. Hein. Et donc moi j'étais là, j'étais déjà tétanisé. Évidemment, tétanisé parce que pourquoi ? Je vais faire du cinéma pour la première fois avec alors certes un petit rôle, mais un rôle. Et puis surtout, je vais jouer face à Gérard Depardieu et à Fanny Ardant. Enfin, voilà, ce sont mes seuls partenaires des 2 jours que j'ai fait. Oh là là, j'étais dans un état. Et puis elle vient me voir, la seule que je connaissais. Elle me dit, tu sais, je suis la sœur. Ah mais oui. Et donc je m'accroche à elle en disant, mon Dieu, merci, merci, il y a quelqu'un que je connais, merci. Et puis alors je reste un peu à côté, elle me dit, bon écoute, je te dis bonne chance. Hein. Puis j'espère que ça va le faire, hein, parce que dis donc Gérard, hein, il avait pas, oui, parce que non mais l'autre mec il a été dégagé en manu militari pendant. J'ai dit ah bon. On me dit oui, c'est pour ça qu'on tourne un dimanche, parce que tu remplaces un mec. Je dis mais elle se fout de ma gueule. Je dis mais tu te rends compte que j'y vais là, je vais le faire maintenant. Et puis elle me dit ah oui tiens, j'aurais peut-être pas dû te le dire maintenant ça, ouais. Oui, elle me dit je suis un peu maladroite. C'était parfait pour monter à l'échafaud. Et c'était parfait. Ouais. Et puis finalement ça s'est très bien passé. Ça s'est mieux que très bien passé parce que je sais que à la fin de la prise, Depardieu s'approche de vous et dit voilà, et vous caresse la joue. Ouais. Hein, au lieu de vous qu'est-ce virer, que vous êtes bien ouais. Oui. Il me tape un peu sur la joue comme ça avec sa paluche et puis voilà, et puis en regardant les autres, voilà, c'est pas compliqué. Voilà, ça c'est bien, ça c'est bien ou ça c'est du bon boulot, un truc comme ça il a dit. Alors qu'est-ce que j'étais content dis donc. J'aurais pu me le faire tatouer. Adoubé par l'empereur. Ouais, j'étais super content. Bon, en fait, Manu Payet, c'est avec Tout ce qui brille, co-réalisé par Géraldine Nakache, que vous êtes imposé. Et puis, les comédies, soit romantiques, soit déjantées ou sentimentales, se sont très très vite succédées. Mais quel film a représenté pour vous, en tant qu'acteur, le véritable plus grand défi ? Défi, hein. Oui, alors défi, je dirais peut-être le film d'Emma Lucchini, Un début prometteur, où j'ai pris 11 kilos, je joue un alcoolo, accro, médoc, celui-là. Et puis je suis tellement tombé en amour pour Emma, parce que c'était ma réalisatrice, parce qu'elle m'avait choisi, parce que elle voulait que je porte ce personnage, que je voulais pas la décevoir, et que donc c'était un vrai défi pour moi que d'y arriver et de faire un truc qui soit à la hauteur de ses espérances. Et puis en plus je jouais avec son père dans le film avec Fabrice Lucchini, donc il y avait tout ça qui faisait que je dis mon Dieu, là voilà, ça c'était un vrai défi. Il y a eu l'autre défi, celui de réalisé en même temps que je jouais. Donc j'ai co-réalisé un film avec Rodolphe Loga, comme Géraldine avait co-réalisé à l'époque avec Hervé Mimran Tout ce qui brille. Hervé qui sort un film là au mois de novembre avec Fabrice Lucchini qui s'appelle Un homme pressé. Enfin, tout ça est une jolie boucle. Donc en fait finalement, pourquoi je vous dis tout ça, Isabelle ? Tout ça est une jolie boucle quand on a du talent comme vous. Ah ça c'est gentil de le dire, mais tout ça est une jolie. Tout se tricote. Oui, tout se tricote. Ou en tout cas, faut tout tricoter. Et donc ça veut dire que tout presque a été un défi à chaque fois pour moi. Vous rêvez toujours de tourner sous la direction de Michel Hazanavicius ? Ah ouais, bien sûr. Ouais. Ah ouais, dis donc. Hein. Vous le lui avez dit ou pas encore ? Je lui ai pas dit parce que j'ai pas eu les coronesses. Mais et puis de bonhomme à bonhomme, c'est toujours un peu compliqué. Bon, cher on est Michel, toujours un peu con. Voilà. Hein, mais tu nous entends ? Je vais faire mon Michel Drucker. Si tu nous écoutes. Non, mais il le sait. Oui, j'aimerais beaucoup. C'est surtout parce que je suis un fan du bonhomme et du talent de ce bonhomme. Ouais. Alors Manu Payet, chaque année, quand arrive la retransmission de la cérémonie des Oscars, vous qui avez présenté avec brio les Césars, on sait où vous trouvez. Vous êtes, même à 4h du matin en française, hein, vous êtes devant votre poste pour tout vivre en live. Les Américains sont toujours les détenteurs du rêve ? Oui, c'est-à-dire qu'ils sont les détenteurs de comment on anoblit le divertissement. C'est-à-dire que les Oscars, c'est génial. Un acteur qui arrive, Meryl Streep arrive, on est à genoux. Mais Meryl Streep, elle a reçu ses Oscars, tout ce qu'elle a, au cours de véritables shows, où ça chantait, ça dansait, il y avait des sketchs, il y avait des vannes, il y avait le public
comme vous participais. avez su le faire pour les Césars. J'ai essayé de faire effectivement de mon mieux, et moi je suis toujours fasciné par ça. Donc j'ai essayé effectivement de faire la même chose au César, et j'étais très fier de pouvoir le faire et de travailler dans ce sens-là. C'est-à-dire remettre des prix à des acteurs et des actrices, des réalisateurs, des scénaristes, des chefs-op, d'immenses talents, dans une soirée qui reste quand même un divertissement. C'est compliqué, hein, c'est pas simple. Trouver le juste équilibre. On retrouve tout de suite Manu Payet. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Suite et fin, on retrouve tout de suite Isabelle Morizet et son invité Manu Payet. Manu Payet, nommé aux Molières de l'humour 2018. Bon, même si vous ne l'avez pas eu, le métier et le public ont bien compris que vous le méritiez. Ça change quoi le lendemain de la cérémonie ? Oh, bah, ça fait plaisir. Ce qui est agréable, c'est tout le moment entre la nomination et la cérémonie. C'est tous les jours où tu te dis, bah, je suis nommé, ah, bah, ça c'est chouette et tout. Et puis après, moi, déjà j'étais nommé aux côtés d'illustres humoristes, et surtout, la seule fille de la catégorie, c'était Blanche Gardin. Et moi j'étais... Qui est une virtuose absolue. Non mais dingue. Et je suis tellement fan, je le dis, alors vraiment pour le coup, on l'est tous, voilà. Vraiment pour le coup, je suis tellement fan que... Mais c'est la vérité, Isabelle, que je serais monté pour le prendre ce soir-là, j'aurais un peu été embêté, parce que, et je me demande même si je lui aurais pas donné. Vraiment. Votre spectacle intitulé Emmanuel, avec lequel vous allez faire résonner les cintres du Casino de Paris les 23 et 24 novembre prochains, vous l'avez écrit tout seul ou pas ? Oui. Tout seul. Bon, alors, oui. Même si c'est autobiographique, on n'écrit pas un one-man show comme on écrit sa bio. Ouais. L'entrée en scène, par exemple, c'est important, les premiers effets. Comment vous les triez ? Parce qu'un auteur, il peut réécrire 10 fois la première page de son livre. Est-ce qu'un humoriste a aussi ce genre de tentation pour son show ? Oui, tout à fait. L'entrée en scène. Ouais, elle change tout le temps, vous avez tout à fait raison. Elle change tous les soirs, surtout au cours de la tournée. Parce que c'est jamais le même spectacle, puisque tu changes toujours de ville. Je change, je m'adapte, je m'intéresse un peu à là où je suis. C'est aussi le principe et le concept de la tournée, c'est-à-dire que c'est toi qui vas vers le public et qui va presque chez le public, pas presque, d'ailleurs c'est le cas. Donc autant s'y intéresser un petit peu. Et puis dans ce one-man show intitulé Emmanuel, il y a les formules qu'on a envie de vous piquer, comme moi, faut que je me réveille à 100. Vous parlez de la batterie de votre portable, bien sûr. Enfin, vous parlez de la batterie du portable, mais pas que. Ça aussi, la métaphore est chouette. Ouais. Ouais, merci de l'avoir noté. Oui, moi, il faut que je me réveille à 100, bien sûr. Ce matin, je me suis réveillé, je me suis dit, attends, est-ce que je suis à 100% ? Ah, je suis à 100%, parce que moi, je branche mon portable. Ma femme peut partir de la maison à 7 et passer une très bonne journée. Je ne comprends pas, ça me fascine. Et donc, quand elle claque la porte, je lui dis, on peut déjà plus se joindre. Bon, écoute, tu fais comme tu veux. Mais moi, je pars de la maison, je suis à 100. Je peux pas partir de chez moi à 14 ou à 27, un espèce de chiffre, en plus impair, dégueulasse, où je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire à 27 ? Au bout de la rue, j'ai plus de batterie. Ah, c'est un bonheur de passer une partie de l'après-midi avec lui. Bon, cher Manu, est-ce que votre papa vous a vu sur scène ? Malheureusement non. Alors il m'aura vu pendant les répètes du premier spectacle au Splendide. Il était venu assister un peu aux répètes au Splendide, dans le théâtre, le Splendide à Paris. Donc voilà, et je le vois encore me regarder un peu, vraiment en touriste, un peu en véritable spectateur, et puis en me laissant faire, c'est-à-dire vraiment avec une espèce d'humilité comme ça dans le regard. Beaucoup moins de circonspection qu'à l'époque. Là, il se disait, ah oui, quand même, il est fait pour le job. Ah ouais, dis donc, il a le théâtre et tout, il y a l'affiche devant, et donc, ouais, c'est pas mal. Et puis, il y avait mon texte, je lui ai dit, tiens papa, tu veux voir le texte ? J'avais le texte dans les mains, imprimé. Tu veux voir le texte un peu pendant qu'on répète ? Comme ça, tu suis un peu le truc pour voir un peu comment on travaille, quoi. J'imaginais que ça l'intéresserait. Alors, il regardait le texte et puis il levait la tête vers nous, vers mon metteur en scène, Philippe Mechelin et moi. Alors, il nous regardait comme ça et puis... C'est tout ce qu'il aura vu. Alors, il n'aura pas vu le spectacle. Non, il ne l'aura pas vu. Et je trouve ça d'une ironie dingue. Et alors, cruelle. Ouais. Je trouve, parce que ma mère, elle voit tout ça aujourd'hui. Et, elle est très heureuse que ces choses-là arrivent, et même elle me le dit, elle est très heureuse que ça arrive dans sa vie à elle. Et c'est ce que je dis un petit peu dans le spectacle. Je dis, tes parents t'ont toute ton enfance
demandé de te taire. Non, Emmanuel, je t'en supplie, je te jure, si c'est pour dire des conneries pareilles, va dans ta chambre. Parce que vraiment, Emmanuel, on a passé une dure journée. Vraiment, épargne-nous, je t'en supplie, ton père et moi. Et ton jeune frère qui grandit. Et puis voilà, et puis aujourd'hui, elle m'appelle en me demandant de la faire. Fais-moi rire, parce que je te jure, j'ai une voisine, je te jure, c'est pas simple. Fais-moi rire, Emmanuel. Donc voilà, c'est la boucle qui se boucle, et puis c'est joli, et j'aurais aimé que mon père puisse dire un peu la même chose, même s'il était moins dur quand même. Mais votre papa, est-il vrai, Manu Payet, que un soir où vous l'avez emmené voir un one-man show de Gad Elmaleh, et bien votre père, comme si de rien n'était, à un moment donné, comme ça, pendant le spectacle, il vous a soufflé à l'oreille, un jour, tu seras à sa place, c'est toi qui seras sur scène. Ouais, il m'a dit ça, j'en revenais pas. Il m'a dit, peut-être qu'un jour c'est toi qui seras là, comme ça. Avec ce petit ton là joli, très mignon. Oui, c'est ça, avec en plus une petite musique de la langue créole. Ouais. Et il me l'a dit comme ça. Et alors j'ai dit, mais peut-être papa, peut-être. Et ça m'avait fasciné, je me suis dit, tiens, c'est dingue. C'est le premier jour où j'ai vu la bascule un peu de... Bon écoute, c'est ça qu'il veut faire, hein, qu'est-ce que je te dis. Il y a toujours un moment où tes parents renoncent, hein, aux rêves qu'ils avaient pour toi, aux choses qu'ils voulaient absolument que tu fasses. Il y a eu une bascule. Et pour mon père, ça a été ce jour-là, je pense. Que vous reste-t-il à prouver, Manu Payet ? Parce que au cinéma, Danny Boone en personne vous a remis le Grand Prix de comédie du Festival de l'Alpe d'Huez pour votre premier film en tant que réalisateur. Bon, sur scène, vous cartonnez avec ce one-man show, Emmanuel, nommé au Molière. Alors, je ne vais pas vous demander ce qu'il vous reste à prouver, mais plutôt que vous reste-t-il à vous prouver ? Et encore 1 heure d'émission ? Allez, c'est parti. Oh, je sais pas, peut-être un beau succès avec ce spectacle, que tout le monde soit heureux, qu'il y ait un maximum de gens qui le voient et qu'il continue à plaire, alors qu'on est encore au début de cette tournée qui va nous conduire jusqu'à l'hiver. L'année prochaine, j'ai le souhait très cher que le spectacle soit, il le sera, je pense, sur Canal+, mais plutôt que de faire la captation dans une salle à Paris ou ailleurs, ici en métropole, en tout cas enfermée, vous avez j'aimerais une la captation faire en province ? Je vais même la faire à La Réunion. À La Réunion, mais oui, voilà. Pour que la boucle soit poétiquement bouclée. Et en plein air. Et en plein air. Sous le ciel étoilé de La Réunion. Bon, alors avant de faire la captation du spectacle à La Réunion, vous nous donnez plein de rendez-vous dans nos provinces françaises. Le 13 novembre à Besançon. Le 14, vous serez à Lyon. Oui, au Radiant. Au Radiant, à Lyon, c'est Lyon. Important. Le 15 novembre, vous serez à Saint-Étienne. Le 16, vous serez au Puy-en-Velay. Tout à fait. Le 17, à Romance-sur-Isère. Vous avez vu, ça bouge, hein. Ça bouge de folie. Et puis les 23 et 24 novembre... Au Casino de Paris. Il est à vous, le Casino de Paris. Ouais, ça c'est super. Je suis ravi de faire le Casino de Paris. J'y ai jamais joué. Donc je suis ravi, j'ai hâte. Et puis en plus, le petit truc qui est chouette, et c'est encore plus chouette quand on est réunionnais, c'est à 500 mètres de la maison. Donc j'irai à pied. Vous voyez, ça ramène à une question du début de cette conversation. C'est quoi être créole ? Voilà. Ah, c'est ça, exactement. Savoir rendre la vie cool et jolie. J'ai plus besoin d'avion pour y aller. Merci infiniment, Manu. Merci, Isabelle. C'était épatant de se promener cet après-midi avec vous. Merci Je vous dis beaucoup. à très vite.